Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse, Natacha Polony et son regard acéré sur les journaux et les magazines. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on compare les feuilles d'impôts. Les Échos, le rapport qui dénonce la gestion des finances locales entre dépenses somptuaires et embauches de fonctionnaires. Le Monde, polémique fiscale, 32 milliards de manque à gagner sur la TVA. En cause, la fraude, les dépôts de bilan et l'optimisation fiscale. L'Opinion, l'impôt va frapper 1,2 million de foyers supplémentaires. Et puis, il y a la feuille d'impôt, mais il y a surtout le discours sur la feuille d'impôt. Le Figaro, Hollande héros, le couac fiscal. Libération, impôt, retraite, écologie. Les apprentis récidivent. Eh ben dis donc on va commencer évidemment avec la pause fiscale, la stabilisation, comme vient de nous le dire Pierre Moscovici sur Europe 1. Exactement, alors vous vous souvenez que c'était il y a un an, on parlait couac, boulette, pataquès, Libération titrait sur les apprentis, Jean-Marc Ayrault et François Hollande, puis sur les apprentis redoublent. Il a fait deux unes différentes. Oui, bien sûr, et donc la troisième aujourd'hui, là le journal pose la question dans ses pages événements, et pour les couacs, la pause c'est en 2014. Le journal rappelle cruellement comment la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a sorti des avirons pour expliquer les différences de communication entre le président et le Premier ministre sur la fameuse pause fiscale. Nous avions donc mal compris, fâchés que nous sommes avec la langue française, ironise Daniel Fortin dans Les Échos. La désormais mortenée pause fiscale n'était en fait qu'un processus, une sorte de longue marche vers un horizon fiscal sans haut ni bas l'an prochain. Pourtant, comme l'écrit Jacques Camus dans La République du Centre, on aurait tort de s'en tenir à l'anecdotique des choses en s'amusant des contorsions sémantiques de la porte-langue de bois du gouvernement. Le problème, ce sont les réalités. Et comme l'écrit Éric de Couty, citant Victor Hugo dans Libération, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Si quoi qu'il y a dans la communication, nous dit-il, c'est parce que l'exécutif n'a pas de politique cohérente. Selon un sondage CSA Le Figaro, souligne Guillaume Tabar, le montant des impôts locaux sera la priorité des électeurs aux prochaines municipales. On rétorquera, dit-il, que la fiscalité nationale n'a rien à voir avec la fiscalité locale. Sauf que c'est le même portefeuille qui est touché. Et donc, c'est le même électeur qui pourrait s'énerver. J'aime bien la presse quand elle nous cite Victor Hugo comme ça, le fond, oui. la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Allez, un petit peu d'optimisme quand même. Creusez-vous, Natacha, trouvez-nous des choses positives. Oui, justement, les hebdomadaires, eux, ils ont bien compris que la politique et l'économie ne font plus vendre, d'où le gag cette semaine. Vous avez la une du Point, les 12 secrets de la bonne santé pour vivre plus longtemps, et la une du Nouvel Observateur, le pouvoir de l'optimisme, vivre mieux et plus longtemps. Au moins, si avec ça, on n'y arrive pas. Exactement, là on a tout. Alors dans le Point, c'est les éternels conseils nutritionnels, l'éloge du sport et de la sieste. Bon, ça je suis pour. Dans le Nouvel Observateur, la sieste surtout. Oui. Dans le Nouvel Observateur, c'est beaucoup plus intéressant. Non pas le fait d'apprendre qu'il existe une Ligue des optimistes de France ou que François Hollande est un optimiste à l'exact opposé de son père. Non, mais quand on lit l'éditorial de Laurent Geoffrin, on comprend que le sujet en fait est éminemment politique. Être pessimiste, c'est mal. C'est le sarcasme, le dénigrement. La preuve, écrit Laurent Geoffrin, il y a moins de pauvres sur la planète, moins de dictateurs aussi. Alors coupable, selon lui, les écolos qui surfent sur le catastrophisme. Coupable, la gauche de la gauche qui dénonce le capitalisme comme un recul de la civilisation. Coupable surtout, l'extrême droite qui annonce le grand remplacement des Européens de souche par une population islamique. Le pessimisme, écrit-il, c'est l'autre nom du conservatisme. Oui, alors oublions le vieil adage selon lequel un optimiste, ça n'est jamais un pessimiste, ça n'est jamais qu'un optimiste bien informé. La Syrie qui ne nous incite pas malheureusement à l'optimisme. Oui, pas sûr que ça plaise à Laurent Geoffrin, mais les articles sur la Syrie ce matin sont pourtant fort intéressants. Sur le site Rajmag notamment, ce sont les enjeux de la construction d'un gazoduc au départ de l'Iran, dont le tracé déplaisait au Qatar, et on comprend tout ce qui se joue autour du gaz, du pétrole dans la région. Et dans le Figaro, c'est 10 ans après le naufrage du sous-marin Kursk, le renouveau de la marine russe qui se positionne en Méditerranée pour peser à nouveau. Économie et géopolitique, plutôt qu'émotion et punition. Des livres. Oui, alors je ne vous parlerai pas de l'article surréaliste du Nouvel Observateur sur le livre d'autofiction du couple formé par l'écrivain Chloé Delhomme, nièce du terroriste Georges Ibrahim Abdallah, et Daniel Schneiderman, vous savez, le patron d'Arrêt sur Image, le justicier des médias. Elle, vous avez son père qui tue sa mère d'un coup de fusil avant de se suicider devant la gamine de 10 ans. Lui, son père dont il a toujours souhaité la mort. Sa mère dont il a
attendu la mort, nuance. Et la conclusion de l'article, donner des leçons sans les appliquer à soi-même, c'est la drogue du journaliste. À l'évidence, lui, Daniel Schneiderman, n'a pas encore décroché. Non, ce matin, ce qu'il faut lire, c'est l'article du Parisien sur les mémoires d'un amnésique. L'histoire très émouvante de cet homme qui a tout oublié, sans doute à la suite d'une agression. Oublié son enfance, oublié ses enfants. Handicapé invisible, dit-il. 29 années oubliées et 26 ans pour réapprendre à vivre. Ma deuxième vie est en train de dépasser la première, dit-il non sans humour. Peut-être que j'aurai un jour un Alzheimer à l'envers. On termine avec un article qui est fort utile quand on n'arrive pas à définir son métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je ne sais pas trop bien expliquer. Voilà, Ça arrive, d'habitude ce sont les enfants qui à l'école ne savent pas le faire pour leurs parents. Là c'est le contraire. Le site Atlantico rapporte la liste dressée par une étude du réseau social LinkedIn des emplois d'aujourd'hui difficiles à expliquer à ses parents. Designer interactif, 74% d'incompréhension. Community manager, 61% d'incompréhension. Ça c'est ceux qui gèrent les sites internet des grandes entreprises. Exactement. Et les relations avec les internautes. Et dans cette liste de 10 métiers compliqués à expliquer, il y a aussi sociologue et producteur d'une émission de radio. Et encore, ça n'apparaît pas dans la liste, mais imaginez quand la porte-parole du gouvernement doit expliquer son travail à ses parents. Transformer une pause en ralentissement ou en processus, donc en prolongement. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Merci Natacha Polony. On vous retrouve demain matin à 8h35 sur Europe 1.